Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Boss Équilibré, c'est un lot de petits épisodes pratiques autour de l'organisation, la gestion du temps, l'équilibre pro et perso. Mais c'est aussi des partages d'expériences de vie d'entrepreneur multicasquette. Aujourd'hui, j'accueille Stéphanie. Elle aussi a mille et une vies. Elle est coach photo, cumule un job salarié et est maman d'une petite fille de 5 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte ses débuts dans l'entrepreneuriat, comment elle gère ses différentes activités, ses différents rôles, quels sont les outils qu'elle a mis en place pour être sereine et enfin, en fin d'épisode, le petit bonus, elle t'offre ses 3 conseils orga liés à son métier de coach photo. J'ai adoré recueillir ce témoignage authentique, je te laisse t'installer confortablement et profiter de cet épisode. Hello Stéphanie, je suis super contente de te retrouver dans le podcast de Boss Équilibré, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va. Bah écoute, pour commencer cet épisode, je te propose que tu te présentes, tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, parle-nous un peu de tes multicasquettes, si tu es multicasquette dans la vie. Je t'écoute. Effectivement, je suis multicasquette, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans pour l'instant. Je suis maman d'une petite fille de 5 ans, mariée et salariée à temps presque plein. Ça vient d'évoluer en tant qu'opticienne depuis une dizaine d'années. Et j'entreprends à côté depuis 2-3 ans maintenant pour développer un business de formation en ligne et notamment de formation en ligne pour les solopreneurs autour de la photo, pour leur apprendre à maîtriser la création de contenu et surtout à arrêter de se prendre la tête et de perdre du temps quand il s'agit de créer des photos de soi-même. Trop bien, donc tu es vraiment, comme je disais, multicasquette. C'est aussi pour ça que je t'avais invité parce que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui a plusieurs plannings finalement à gérer dans son quotidien, dans sa semaine. Et surtout, quelqu'un, entre guillemets, qui a eu les couilles de se lancer dans l'entrepreneuriat avec à côté un boulot à temps plein, même si ça a un peu évolué, tu nous donneras un peu ton update de la situation. Mais est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment t'en es venu justement à l'entrepreneuriat, au bout de combien de temps de salariat, comment ça s'est passé? En quelques mots, ça va être un peu long. Bon, quand je dis quelques mots, tu as le droit non. de tout raconter. Alors, je suis née le 16 avril 87, pour ceux qui me fêtaient mon anniversaire. Non, voilà. Bon, globalement, en 2015, j'ai découvert un créateur de contenu qui s'appelle Antoine BM. Pour ceux qui connaissent, il a une chaîne YouTube principalement. Et c'est un créateur de contenu qui a fait beaucoup de choses, qui a testé pas mal de choses, le chaîne YouTube, l'emailing, le podcast, qui est sur Instagram, enfin voilà. J'ai découvert à ses débuts et il m'a donné un petit peu le virus de la formation en ligne. Il m'a montré qu'en fait, le schéma qu'on m'avait toujours montré et inculqué, qui est pas l'entrepreneuriat justement, le salariat, n'était pas le schéma unique, qu'il existait d'autres choses et qu'on avait une valeur en commun qui était la liberté. Ça a commencé à réveiller 2-3 petites choses de liberté justement chez moi. Et je l'ai suivi avec pas mal d'attention pendant quelques temps et à force de suivre ce qu'il faisait, ça a réveillé des petites pensées, des petites graines en moi en me disant il y a peut-être autre chose que ce que je suis en train de développer. Et ce que j'étais en train de développer, c'était des études et notamment une petite carrière au début d'opticienne. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait même un petit peu plus et je suis rentré dans un grand groupe français assez connu dans lequel je suis resté 6-8 ans avant de changer parce que c'était un gros groupe et il y avait beaucoup de choses qui me convenaient plus. Mais ayant développé à côté de ça une famille, je ne pouvais pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Et donc actuellement, je travaille dans un petit magasin d'optique, mais je reste salarié. Et ce qui m'a fait un petit peu avoir le déclic, c'est quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que la vie que je menais, que les actions que je mettais en place, c'était des choses plus pour les autres que pour moi-même. Et est venu à se poser la question, qu'est-ce que je vais montrer à ma fille dans mon développement, dans le fait de suivre ses passions, de vivre pour soi. C'est quelque chose qui était devenu très important pour moi, mais c'était clairement pas ce que je faisais. Je commençais à avoir un gros manque d'alignement
Et donc voilà, après des débuts de maternité un peu difficiles, grosse remise en question, et j'ai commencé à me former vraiment beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, à chercher ce que je voulais faire. La photo est venue assez rapidement et assez évidemment même. Si tu cherches un petit peu, notamment sur YouTube, tu verras que j'ai une chaîne YouTube qui remonte à 2015-2016, donc ma fille n'était pas encore née. T'en as fait des choses en fait, hein. Ouais, ben, c'est vrai que l'avantage, c'est que quand on échange comme ça permet de voir que, bah ouais, non, en fait, on avance. Et ouais, donc j'ai créé une chaîne YouTube autour de la photo parce qu'à la base, je voulais enseigner la photo au plus grand nombre, montrer que c'était quelque chose de trop bien. Et en découvrant l'entrepreneuriat, je me suis pris de passion pour l'entrepreneuriat et je me suis réalignée en me disant que j'allais aider les entrepreneurs à développer leurs compétences photo. Voilà. Donc en fait, de base, pour résumer un peu la situation, tu étais donc dans le monde du salariat, tu as eu une énorme remise en question en termes d'alignement et surtout quand tu es devenue maman, tu t'es dit voilà, je fais tout pour les autres mais je fais rien pour moi et en gros pour toi l'entrepreneuriat c'était synonyme de liberté et aussi d'épanouissement dans le fait de voilà, de te montrer que tu étais capable de développer des choses et de faire des choses que tu kiffais quoi. Ouais, clairement, tu as mis le doigt sur un truc que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que pendant 30 ans, j'ai tout fait pour les autres et très peu pour moi. Et le fait de devenir maman, je me suis rendu compte un petit peu dans la douleur qu'il allait falloir que je prenne soin de moi, si je voulais pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre pour le coup. Parce qu'un enfant, clairement, c'est pas autonome avant un petit moment. Ouais, jusqu'à tard des fois, tu sais. Jusqu'à tard, hein, toi, apparemment, ils sont même un peu plus vieux que la mienne, donc ouais. Et je me suis pris quelques claques, effectivement. Et après avoir travaillé là-dessus, ouais, j'ai trouvé mon alignement. J'ai trouvé là où j'allais aller pour être alignée, épanouie. Et puis, bizarrement, les choses se sont déroulées beaucoup plus facilement et de façon plus, comment dire, c'est fluide, de façon C'est beaucoup plus fluide fluide. pour toi. Ouais. Et du coup, pour parler concrètement d'organisation, de gestion du temps, tu m'as dit tout à l'heure que tu te formais en même temps que tu bossais et que tu étais maman. À cette époque-là, donc avant vraiment d'avoir ouvert ton entreprise et d'avoir ce qu'on appelle un side business, donc une activité que tu développes à côté de ton activité salariale, comment tu t'organisais en fait pour faire tout ça? Parce que faut pas se mentir, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est un peu le champ des possibles, c'est-à-dire que tu es dans un cadre finalement en étant dans un boulot salarié, tu as des horaires, tu as un début, tu as une fin. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, tu as tout qui est à créer, tu tout qui est à construire, tes horaires pourraient être élargis sur la journée complète. Comment tu as fait au tout début, vraiment avant de te lancer, pour cumuler tout ça? Quelle était ta perspective en fait? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là? Je me suis dit très rapidement, le jour où ma fille rentre à l'école, je sors du salariat. Ma fille est rentrée en 3e année de maternelle, je suis encore salariée. Et je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je mette des choses en place, justement, au fur et à mesure du temps. Et comment j'ai fait au début, franchement, je vais pas dire que j'ai fait comme je pouvais, si, globalement, mais surtout, j'ai eu la chance pendant toutes mes années dans la grosse boîte d'optique dans laquelle j'étais, de travailler 35 heures sur 4 jours. Donc ça, pour les 3 premières années avec ma fille, c'était bien, parce que c'est con, mais tu gagnes de la nounou au niveau temps. Ça me permettait de passer beaucoup de temps avec elle. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, par contre, ça a commencé à être très, très ambivalent, parce que je profitais du temps que j'avais avec elle. Et clairement, c'est une grande chance que j'ai eue. Mais à côté de ça, je commençais aussi à me dire, ouais, mais ce temps, je le mettrais bien autre part pour entreprendre, justement. Tu vois, c'était... Est-ce que on peut parler de ce sentiment, enfin, je vais parler pour moi, hein, mais que j'ai pu avoir en mode, ok, je veux passer du temps avec mes enfants parce que voilà, faut profiter de ça, c'est maintenant. Et à la fois, j'ai tellement envie de bosser sur mon business et j'ai tellement envie de faire des trucs, mais je me sens coupable du coup de penser ça parce que c'est les enfants en premier. T'as eu ça toi aussi? Ah, mais je l'ai encore. Bah ouais. Clairement, je pense que c'est quelque chose quand t'es maman et que t'entreprends que tu as tout le temps. Pour avoir Mm. discuté avec quelques mamans entrepreneurs, moi je l'ai même au niveau de ma famille, entre guillemets, au global. J'ai l'immense chance d'avoir un mari qui est maniaque, contrairement à moi, et donc qui fait beaucoup, beaucoup de tâches ménagères. Je pense que dans notre couple, on est l'un des rares couples où ce que peut voir la société de la femme, qui a beaucoup de charge mentale, justement par rapport au foyer, ainsi de suite, je l'ai Aux tâches quasiment pas. domestiques. Ouais, Mm. tout ce qui est tâches domestiques, clairement, je vais pas dire je fais rien, mais j'en fais très très peu. Donc ça, c'est une très grande chance et j'en suis consciente. Et à côté de ça, ça développe effectivement une certaine forme de culpabilité par rapport à ma fille, où là, on en parlait en off, on est contente quand elle est au périscolaire, bizarrement, un soir par semaine, parce qu'on peut avancer un petit peu plus. Bah ouais, ça fait partie des choses où après, on se dit, ouais, mais bon, il y a d'autres moments où je suis focus. Et ça, moi, je sais que j'ai une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, j'ai les moments où je travaille et j'ai les moments où je suis avec elle ou avec eux quand on est en famille. Et les moments où je travaille, je culpabilise pas de ne pas être avec eux.
et inversement. Là, j'ai vraiment en fait compartimenté ça dans ma tête et ça a été une grande source d'apaisement. Des fois, c'est encore compliqué, hein, clairement. Mais globalement, là, si un soir j'ai dit je travaille et que j'ai mon mari qui me dit bah ouais, mais je regarderai bien un film, ok, t'es au courant, moi je travaille, tu regardes ton film, il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Par contre, s'il y a un autre moment, j'ai dit je suis off, il me dit ah bah tu travailles pas ce soir, bah non, je suis off, c'était ok, j'avais prévu d'être off. Tu mets le doigt sur un truc qui est vraiment important et je pense qu'il pour moi est une des clés de l'équilibre pro-perso, c'est en fait de décider de son temps. Et comme tu dis, de décider d'avoir ces créneaux où tu travailles, de décider d'avoir ces créneaux où tu es avec ta fille, de décider des créneaux où elle va aller au périsco et que toi, pendant ce temps-là, tu vas bosser, bah franchement, c'est la clé parce que moi, je me rappelle, tu vois, il y a quelques années, mes gosses, je les récupérais à 16h15 à la sortie de l'école parce que je me disais, attends, tu bosses chez toi et en gros, tu vas pas aller les mettre au périscolaire parce que, enfin, t'es chez toi, quoi. Quelle mère ferait ça? Ah mais clairement, quelle mère Et indigne quelle surtout. mère indigne, tu vois. Et en fait, je me suis auto-flagellée pendant je sais pas combien de temps, sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'étais là, mais j'étais pas là. En gros, je les récupérais à 16h15, ils faisaient leur goûter et tout. Et moi, vu que j'étais frustrée, parce que 16h15, clairement, dans une journée, c'est que dalle et tu pourrais avoir 10 000 trucs à faire après, eh ben, je me sentais frustrée, j'étais sur mon téléphone, je finissais de renvoyer un mail là, je faisais un peu de création de contenu, je faisais un peu ça. Et au final, un jour, ils m'ont foutu dans la gueule que j'étais toujours sur mon téléphone et que je les écoutais pas. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout. À quoi bon te sentir une bonne mère d'aller récupérer à l'école à 16h15 et de pas être là parce que, en fait, c'est juste pas le moment et t'as le droit d'avoir des trucs à terminer, c'est OK. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé, comme tu en parlais tout à l'heure, de les mettre au périscolaire à la garderie jusqu'à 17h30, 18h parce que j'ai décidé que c'était mon temps de boulot. Et par contre, quand je les récupère, bah voilà, on est ensemble, mais c'est OK, tu vois. Ouais, non mais je vois exactement. Et ça, moi, ça a été quelque chose. J'ai toujours été très geek, donc être sur mon téléphone, sur YouTube, ainsi de suite. Déjà avant d'être maman, j'étais beaucoup. Et je me souviens de grandes conversations qu'on avait avec mon mari où il disait ouais, mais le jour où on aura un enfant, t'arriveras pas à décrocher, t'arriveras pas à. Voilà, comme toi, la réflexion que t'as eue, je voulais pas l'avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire très très rapidement, à dire voilà, quand je suis avec ma fille, le temps que j'ai avec ma fille, c'est du temps de qualité. Si elle me demande mon attention, elle aura mon attention. Alors après, c'est des principes de parentalité, on y adhère, on n'y adhère pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand je suis avec elle, je suis avec elle. Et les rares fois, par exemple, où j'ai pu aller la récupérer et on va avec ses copains au parc ou d'autres copains parents, il y a une ou deux fois, des fois j'avais limite pas envie, c'est non, j'ai envie de finir ça, et ben j'étais aussi ok avec ça en disant à mon mari, bah va avec les copains au parc, moi j'ai besoin d'1 heure à travailler en plus parce que j'ai pas fini quelque chose ou quoi que ce soit. Elle m'a vu, elle était contente. Je lui avais fait une promesse d'aller la chercher à l'école. J'ai tenu cette promesse. Je lui ai expliqué, voilà, j'ai un truc à finir. Quand tu reviens à la maison, je suis là et je serai là à 100% pour toi. Et ça, je pense qu'aussi les enfants, ça leur montre aussi certaines choses. Ça transmet certaines valeurs. Et puis, ouais, encore une fois, ça fait partie de la qualité de la relation qu'on a avec eux. On sort de l'entrepreneuriat, clairement, mais ça peut être Non, même on n'en sort pour tout, pas en parce fait. que tu disais dès le début de l'épisode que en gros, tu avais envie de partager des choses à ta fille, que tu avais envie de lui donner des valeurs et en fait, voilà, ça fait partie des valeurs et de ce que tu as envie de lui montrer. Je pense qu'en étant dans un dialogue et dans une explication, ça facilite quand même les relations, que ce soit tes relations familiales, mais tout simplement tes relations avec toi-même en tant qu'entrepreneur, en tant que maman. Et c'est ce qui permet, comme on disait tout à l'heure, d'éviter de s'auto-flageller juste parce que tu assumes d'avoir une activité que tu as envie de développer, que tu kiffes et que c'est pas une question de choix, c'est juste une question de décision, quoi. Mais j'adore le truc sur la compartimentation du temps, c'est vraiment the sujet, quoi. Ouais. Et juste, je reviens rapidement sur le début de la question qui m'a amené à ça. Tu me demandais comment j'ai fait. Pendant longtemps, j'ai galéré, hein, clairement. J'ai été, jusqu'à il y a pas très longtemps, une très grande procrastinatrice. Et ça a été un problème qui m'a beaucoup ralenti. Alors, tu Euh, procrastinais sur quoi, typiquement? Surtout. Tout. Je suis capable de procrastiner sur le fait d'aller me mettre au lit alors que je suis crevée. Non, enfin, j'en suis pas très loin. Quand c'est comme ça, tu te perds sur les réseaux et voilà. Mais Mm. je procrastinais sur avancer sur les choses les plus importantes et qui vont me faire avancer dans mon business. Ouais. J'ai suivi un programme en ligne qui s'appelle la BSB Academy l'année dernière et j'ai rencontré une coach justement à la fin du programme et j'ai fait un accompagnement de 4 mois avec cette coach qui justement m'a permis de me rendre compte de pourquoi je procrastinais sur les choses importantes. Alors pareil, tu crées une ambivalence, tu dis c'est important, il faut que je travaille dessus et à côté tu procrastines tout ce que tu peux sur cette tâche-là. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a aidé dans mon organisation, ça a été le coaching et surtout apprendre à me connaître et à respecter mon rythme.
parce que je voyais les entrepreneurs, tu as le Miracle Morning, être super efficace, super productif. Moi, j'avais tous les codes de la productivité toxique, je les avais tous intégrés. Et arrivé à un moment, je fais non, enfin, grâce à ma coach, elle fait, en fait, t'es pas du matin, c'est pas grave, fais autre chose. Plutôt que de te mettre à une tâche, j'ai une bêtise à 9h. J'amène ma fille à l'école à 8h30, le temps de rentrer et tout, de me mettre en route, il est 9h. Je me mets à une tâche, je la procrastine, et au final, à midi, j'ai toujours rien fait. Elle fait, en attendant, le matin, qu'est-ce que t'aimes faire? Lire, faire du sport, ainsi de suite, fais-le. Fais ça jusqu'à 10h, 10h30. À ce moment-là, t'es à l'heure où tu vas commencer à être bien pour travailler, et mais dis-toi, tu procrastineras pas et tu verras, l'état d'esprit va changer. Et ça, franchement, ça m'a changé la vie. Mais tu vois, c'est de toute façon, c'est vrai qu'on dit souvent que la procrastination en soi, ça cache toujours quelque chose derrière. C'est pas genre je procrastine parce que je suis faite comme ça. C'est qu'en général, il y a toujours des choses qui soit un manque de confiance en soi, soit un manque d'intérêt pour le truc. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Et comme tu dis, se connaître, en fait, c'est primordial. Et il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Et en fait, c'est un peu aussi la raison d'être de ce podcast, de pouvoir parler sans filtre de son expérience d'entrepreneur. C'est que tu as dit que tu avais tous les codes de la productivité toxique. Ouais. En gros, tu regardais tous les entrepreneurs qui réussissent, qui ont plein de bonnes techniques et de bonnes méthodes. Et moi, ce que j'aimerais justement partager, c'est en fait toutes les galères par lesquelles on peut passer. Il y a plein de moments chouettes, il y a plein de moments cool, les réussites, etc. Mais il y a aussi la vraie vie, comment on a réussi à mettre des choses en place pour que ce soit plus agréable, que ce soit plus vivable. Et je trouve ça chouette que quelqu'un partage que ouais, tu avais tous les codes de la productivité toxique et qu'en fait, tu as juste appris tout simplement à t'écouter et à commencer à créer ton univers à toi et ton organisation à toi. Ouais, clairement. Je me suis créé mes codes de productivité à moi en piochant un petit peu partout. Parce que j'aime beaucoup apprendre, me former et je suis curieuse. Donc des livres de productivité, j'en ai lu. Tout n'est pas acheté, mais il faut juste avoir assez de recul, et je ne l'avais pas avant, de se dire, ok, ça c'est sympa, mais est-ce que c'est fait pour moi? Et éventuellement le tester, voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. C'est ça, est-ce que j'en ai besoin? Ouais. Parce que clairement, moi, lever à 5h30, non, j'en ai pas besoin. C'est me tirer une balle dans le pied, même avant de me réveiller. Donc non, et ça, ouais, ça, vraiment, ça m'a changé pas mal de choses. Et pour toi, le mot organisation, c'est plutôt un gros mot ou c'est plutôt un best friend? C'est un peu des deux, c'est une relation de haine-amour, tu sais. Suis-moi, je te fuis. Exactement. Je te suis. Pendant très longtemps, j'ai été catégorisée, j'aurais tendance à encore me considérer comme bordélique. Alors, c'est pas trop de l'organisation, mais pour moi, c'est pas très loin quand même. Après, l'organisation en elle-même... Ça en est, parce qu'en fait, ça fait partie d'un système d'action, tu vois, qu'on fait ou qu'on ne fait pas tous les jours. C'est toujours lié, quoi. Ouais, en fait, ça m'a toujours intéressée depuis que je m'intéresse à l'entrepreneuriat pour optimiser. Ça, c'est pareil, c'est un mot qui est assez sympa, mais qu'il faut faire attention à comment on l'emploie. Ouais, comment on le dit. Parce qu'à trop vouloir optimiser de choses, on peut pas tout optimiser dans la vie. Et il y a eu un moment où je voulais tout optimiser. Et puis c'est surtout que tu passes du temps à optimiser des trucs qui n'ont pas besoin d'être optimisés. Donc au final, tu ne fais pas ce qui est essentiel. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème de l'organisation, de la gestion du temps, etc. C'est qu'il y a plein de bonnes méthodes, il y a plein de techniques, mais en fait, faut juste, comme tu disais, piocher dans ce dont tu as besoin toi et ce qui te convient. Et un truc, tu vas pas mettre 4 heures à apprendre comment le faire et des jours et des jours et des jours à essayer de le mettre en place pour qu'au final, tu te rendes compte que ça te convient pas, quoi. Ouais, exactement. Mais donc, ouais, l'organisation, ouais, c'est un peu des deux. Après, globalement, ça m'aide clairement au quotidien dans mon petit parcours d'entrepreneur et dans mon peu de temps, entre guillemets, j'ai quand même 2 jours dans la semaine et ça, c'est assez précieux. Quand tu es salarié encore pour travailler sur ton business, ça m'aide en fait à être plus efficace. Vraiment, ça m'aide à être plus productive. Donc moi, je mets l'organisation et la productivité un petit peu l'un à côté de l'autre. C'est que maintenant que je sais, que je me connais mieux, je m'organise mieux et donc je suis plus productive et au final, je suis plus sereine. Une fois que tu trouves la tienne, comme tu dis, une fois que tu fais à ta sauce, ça aide à rouler mieux, quoi. C'est quelque chose... Et tu nous disais au tout début, j'avais bien envie qu'on revienne sur ton organisation aujourd'hui, en tout cas ta répartition du temps entre ton job de salarié et donc ton activité d'entrepreneur. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Aujourd'hui, voilà, comment tu t'organises en fonction des 2 activités? Alors, il y a un petit peu moins de 2 ans et demi, juste avant le second confinement, j'ai posé ma dème. Ah, carrément!
Ouais, bon, donc story short, j'avais un souci de santé qu'il fallait que je résolve. Et le fait de sortir d'une structure très très importante dans un magasin me permettait, je savais pas à ce moment-là, mais même si j'en avais une grosse idée, m'a permis de résoudre en très grosse partie ce problème de santé et d'aller dans une structure beaucoup plus cool, on va dire. À l'époque, je travaillais 35 heures sur 4 jours et je me disais ça serait sympa que je passe à 80% pour développer mon activité. Au final, je me suis retrouvée à 39 heures sur 5 jours. Ok, donc encore pire, quoi. Voilà, exactement. En arrivant là, je me suis dit, bon, vas-y, on va laisser du temps au temps. Dans un an, je demande à 80%. Parce que j'avais fait en sorte que si je passais à 80%, globalement, je ne sois pas perdante niveau salaire. T'étais maman à l'époque ou pas encore? Ouais. T'étais Ma fille a maman. 5 ans et demi et Ok. c'était en octobre 2020, Ok. juste après les confinements et ainsi de suite. Sauf que la vie fait que j'ai qu'une seule collègue et cette collègue a eu l'opportunité, elle, de passer à 35 heures pour sa vie de maman, récupérer ses mercredis. Voilà, Je me voilà. suis dit, c'est ça. Je me suis dit, si je fous en même temps la même chose à mes patrons, ça va être compliqué. Donc j'ai laissé encore passer un an. Et là, en fin d'année 2022, je suis allée les voir en disant, voilà, ça fait 2 ans que je suis là. Je pense que vous m'avez embauché pour développer un peu l'activité. Le pari, il est plus que réussi. Je fais là, c'est même pas une demande. C'est une demande, mais je leur ai dit, je veux passer à 80%. Ils m'ont regardé, ils ont fait, OK, pourquoi pas. Et j'ai été honnête avec eux. J'ai 2 patrons qui sont entrepreneurs, qui ont des magasins, mais qui ont aussi monté une marque et ainsi de suite. Je parlais aussi à des gens face à moi qui avaient la capacité à comprendre aussi mes ambitions. Donc j'ai eu un accord de principe. Bon, ça a mis un petit peu de temps quand même à se faire. Et donc là, depuis janvier 2023, je suis repassé à 35 heures sur 4 jours. Et mes 2 jours off, vu que je travaille en magasin et que forcément en magasin, je travaille le samedi, j'ai mes dimanches. Ça, c'est normal. Et j'ai mes jeudis et vendredis off. Donc, c'est mon week-end en pleine semaine. Ouais. Et l'avantage, c'est que monsieur travaille, ma fille est à l'école. Et donc, j'ai du temps pour moi. Je passe pas 18 heures à travailler en 2 jours. Mais clairement, j'organise mes journées comme j'ai envie et comme surtout elles me conviennent. Et le jeudi soir, ma fille étant à la garderie après l'école, ça me permet de bien travailler parce que je suis pas du tout du matin. Donc le soir, je suis beaucoup plus efficace. Et le vendredi, il y a du pro et du perso. Mais globalement, en 2 jours, je vais travailler. Je suis pas une grosse travailleuse. Je travaille 8 heures en 2 jours, mais je vais en faire 10 fois plus que ce que je faisais avant Ouais. en réparti sur une journée et demie, quoi. Mm. Donc En fait, non, t'es ça c'est pas vachement mal. plus efficace en ayant des jours dédiés. Et je trouve ça plutôt cool que t'aies 2 jours consécutifs aussi. Ça, c'était plus ou moins aussi une condition, parce qu'il faut Ouais. savoir que dans le commerce, normalement, dans le code du travail, tu dois avoir un jour à coller au dimanche. Donc, Ah, avant, tu l'avais pas. si j'avais mon lundi. Ouais. Donc, le dimanche, c'était famille, le lundi, c'était pour moi, et après, depuis le changement de ma collègue, je travaillais pas le vendredi matin. Ouais. C'était bien, mais le vendredi matin, clairement, je faisais rien. Parce que c'était pas mon moment, en fait, c'était pas le moment idéal pour moi pour travailler. Et donc là, depuis que j'ai cette nouvelle organisation, c'est pas mal du tout. Ouais. Je Ouais, elle est fais respectueuse de ton rythme et puis c'est bien parce que ton cerveau il reste focus sur le jeudi, vendredi plutôt que de bosser pour ton business le lundi et puis de rebosser le vendredi matin. Entre-temps, t'as eu un monde. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça, en fait. Quand ils m'ont dit les jours, j'ai fait, ouais, ok. Enfin, après, il y a de l'organisation interne de la structure. Mais sur le moment, j'ai fait. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je me suis dit, cool, je vais avoir 2 jours focus où je vais pas avoir, comme tu dis, devoir déconnecter le cerveau le lundi soir pour après reconnecter le vendredi. Mais entre deux, tu penses, tu dis, ah bah ouais, mais si je. Au moins, là, c'est focus pendant les 2 jours et ça avance. Hmm. Ça avance même plutôt bien en ce moment. Bon, bah, c'est cool. Et t'arrives bien en termes de charge mentale. Là, je parle vraiment de, parce qu'on a parlé de gestion du temps, de trucs que tu fais, voilà, pendant tes 2 jours de boulot. En termes de charge mentale, est-ce que t'arrives à compartimenter? C'est-à-dire, est-ce que, genre, t'as beaucoup de ton business dans la tête à ton boulot et vice-versa? Comment ça se Euh, passe? J'en parlais justement avant l'enregistrement du podcast avec mon mari. Au niveau de la structuration du magasin, on est 2. Et avec ma collègue, avant, on était 4 jours ensemble. On était constamment ensemble, sauf le mercredi, où elle avait récupéré son mercredi et moi, donc, je travaillais. Là, en changeant toutes ces autres organisations, je suis le lundi et le mercredi toute seule au magasin. Et il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma tête en me disant, grâce à nos beaux outils en ligne, notamment Notion, sur lequel j'ai mis quasiment tout mon business, trop bien, si j'ai personne au magasin, j'ai internet, je peux travailler pour moi. Et en fait, j'ai fait ce switch qui a été très négatif et je suis en train de travailler dessus en ce moment, c'est que en fait, je suis constamment en train de penser à mon business quand je suis dans mon travail salarié. Et ça commence à être pesant et compliqué, donc je suis en train de retravailler là-dessus parce que je me suis mis en tête, cool, en fait, je récupère des heures en plus. Alors, clairement, oui, ça me permet d'avoir des heures en plus pour travailler pour moi, mais je me les suis octroyées par défaut
Et c'est pas forcément Pas forcément mieux. pas forcément mieux. Et Parce comment que tu bosses dessus, du coup? Qu'est-ce que tu fais pour changer ce switch-là? j'essaye de recompartimenter justement. Mm. Me dire que, par exemple, un truc tout bête, la création de contenu, on en fait tous et toutes. Notamment, moi, ce qui me prend du temps dans ma création de contenu, ça va être toute la partie rédaction, description et ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est des choses qui me demandent pas forcément une très grande concentration, donc que je peux faire sur mes moments salariés quand j'ai personne face à moi et que j'ai plus rien à faire. Après, attention, je fais quand même mon travail. Hein, quand Oui, je suis au oui, travail. oui, bien sûr qu'on s'entende. Si Je fais jamais mon les travail et patrons ensuite, s'il n'y a t'écoutent, plus rien à faire, voilà, voilà, ça on est m'étonnerait, d'accord. mais voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Cette création de contenu qui me prend beaucoup de temps, au final, ce temps, je vais le récupérer. Sauf que là, par exemple, tu vois, la semaine dernière, mes 2 jours, ils ont été blindés. Et mes journées, je les ai finies en me disant, putain, j'ai pas pu avancer pour moi. Alors que, avec le recul, je fais non. Bah J'étais oui, pas c'est censée du avancer bonus. pour moi. Voilà, c'est du bonus. Ouais, Donc, je suis en train de recompartimenter ça aussi. je À me comprends ce dire, que tu voilà, veux dire. quand je suis au magasin, c'est cool, mais c'est bonus. C'est pas par défaut, j'ai du temps en plus. C'est là, je suis en train de switcher ça. Et voilà. En fait, il faudrait que tu aies un petit baluchon de tâches bonus qui sont pas comptabilisées dans ton temps du jeudi, du vendredi. Et en gros, bah, si il y avait un truc à piocher sur ton temps de travail, ça serait celle-ci. Et en gros, si elles sont pas faites, voilà, c'est pas vital et ça engendrera pas une frustration de malade parce que tu as décidé dans ta perception que bah, c'était comme ça que tu avais choisi. Ouais, mais c'est exactement ce que je fais au final. C'est création de contenu, des choses qui peuvent être un peu chronophages, qui ne demandent pas une concentration de Ouais. fou. Parce que, pareil, si je me mets à travailler pour moi, mais qu'il y a quelqu'un qui arrive, Que, j'arrête tout. que tu puisses arrêter sans Voilà. que ça te saoule, quoi. Que je m'arrête et surtout que je puisse m'y remettre aussi assez facilement. Et clairement, la création de contenu, c'est quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Et comme ça, j'ai du vendredi, j'en fais pas. À part de l'animation un petit peu en story sur Insta, ce genre de choses. Mais et là, comme ça, je suis focus vraiment sur mon business plutôt que d'être de focus dans mon business. Ça, c'est pareil, c'est une chose un petit peu différente. Et encore une fois, ça me permet d'avancer différemment et beaucoup plus efficacement. Hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une journée type entreprise, par exemple, ton entreprise à toi, comment tu gères ta vie de femme, de maman, du matin jusqu'au soir? Est-ce que tu as une organisation type ou est-ce que c'est vraiment au jour le jour? Non, j'ai développé une organisation type parce que c'est pareil, ça m'aide aussi à pas trop procrastiner. Globalement, je commence ma journée avec la casquette maman de 6h30 à 8h30. Je prépare ma fille. Alors, je suis en train de l'autonomiser pas mal. Ça C'est pas aide aussi facile. beaucoup. Ouais, mais non, elle Il est. faut. J'ai trouvé le truc. Je sais comment elle fonctionne maintenant, donc j'arrive à trouver plus ou moins le truc. Faut avancer là-dessus. Une chose que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, c'est que quand je pars à l'école, je pars comme si je partais travailler. Ouais. Même si, parce que les jours où je travaille, c'est ce que je fais. Je la dépose à l'école et directement je vais au magasin et je fais la même chose. Je me dis pas, c'est bon, j'aurai le temps de me préparer après, parce que c'est là que je commence sinon à me tirer une balle dans le pied dès le début de ma journée. Mais Donc c'est quand je tellement ça. Moi, il y a une nana que j'accompagne et en gros qui me disait, mais Marie-Pierre, j'arrive pas à me mettre au travail avant 11h, 11h30. Et pourquoi? Alors ça parlera sûrement aux gens qui bossent chez eux. C'est valable pour les gens qui sont en télétravail d'ailleurs, mais quand tu es entrepreneur à ton compte et que tu bosses chez toi, bah effectivement, comme tu dis, t'amènes tes enfants et puis après, bon, bah si t'avais pas eu le temps de te préparer toi, bah hop, tu vas aller te préparer et puis après, bah t'as pas rangé la table du petit-déj, donc tu vas ranger la table du petit-déj et puis, oh, le linge qui traîne, là, ça me saoule ou pas. Bon, tu m'as dit ton mari, il faisait ça, mais bon, quand même, tu vois. alors non, mais par contre, alors blague à part, gros chapeau à lui, c'est que lui, par contre, il est comme ça. Moi, j'ai quand même la capacité. Là, on est en vidéo, tu vois pas mon arrière-plan parce qu'il est flouté. Il y a un bordel monstre derrière moi. Moi, si je le vois pas, ça Ouais, m'est ça va parti rien de la faire. tête. Lui, s'il sait qu'il est là, tant que c'est pas rangé, il n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Et lui, pour le coup, il est câblé comme ça. Justement, ça fait partie de mon organisation. Donc, le matin, après l'avoir amené à l'école, quand il pleut pas, je vais marcher avec une amie ou on va à la piscine. On s'est remis au sport toutes les deux. Donc, pareil, ça aide pas mal Trop à se bien. motiver. Et comme ça, le temps d'aller au sport, de rentrer, ainsi de suite. Souvent, je me mets à travailler entre 10h et 10h30, pas avant. Ce qui avant était impensable, parce que les 2 heures, on va dire si je me mets à travailler à 10h30, c'était j'ai perdu 2 heures entre 8h30 et 10h30. En fait, non, Ouais, j'ai pas perdu 2 heures. il y a personne qui a décidé que l'horaire optimal pour travailler, c'était de 9h à 17h, quoi.
Bah si, le Miracle Morning. Ouais, non, ouais, mais il faut se lever à 4h30. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, ça rejoint tout ce qui est Ouais, productivité toxique et grâce à ma complètement. coach, justement, j'ai pu voir ça. Et en plus, si je me mets à travailler plus tôt, ça sert à rien parce que je me mets pas en route et je procrastine. Donc voilà. Et en plus, ça me met en énergie de faire ça, de voir des gens. Si j'ai besoin, bah, je regarde une série. Là où toi, il y en a qui vont se mettre peut-être dans le canapé après manger. Bah, moi, je fais ça le matin avant et voilà, ça dynamise le truc. J'ai une première zone de concentration entre 10h30, 11h et midi et demi, 13h, voire 14h. J'ai toujours mangé un peu tard, donc ensuite je me prends 1 heure de pause pour manger. Souvent je mange devant une série, un truc qui me vide la tête. Alors j'ai un peu trop d'écran quand même dans ma vie encore, mais Ça peut qu'est-ce que pas je être voudrais? parfait, Non, 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 bah oui. Mais j'aime bien, ça me mais permet de ça te fait du déconnecter. bien. Ouais, ça me permet de déconnecter. Si dans l'heure de repas, par exemple, j'ai mis 45 minutes, je vais faire 1 ou 2 tâches ménagères, par exemple. Mais si j'ai pas le temps, je vais pas prendre un quart d'heure de plus Ouais. sur après ma période de travail. Et encore une fois, c'est là avec mon mari, on est complètement différents. Je fais, ah bah il y a ça, tu pourras le faire. Et il a mis longtemps à comprendre que ouais, quand je lui dis je vais le faire, je le ferai. Mais ça va pas être fait dans la Pas au journée, même ça sera moment fait. que lui aurait Ouais, voulu le c'est faire, quoi. ça. Et ça sera fait une fois que j'aurai fini ma journée de travail. Donc le jeudi, en gros, je fais du 14h, 18h. Là, c'est ma grosse zone de productivité. Alors, faut pas par contre que je me mette à dire je me pose un quart d'heure après manger, parce que sinon la digestion va C'est faire un petit mort, peu mal. ouais. Et tu fais quoi dans tes zones de productivité? C'est quelles tâches tu vas mettre en général dans ces zones-là? Bah, ça va être des zones, enfin des moments où j'ai besoin de me concentrer en fait. Quand je pars, mon cerveau en fait, il y a une sorte de déclic. À partir du moment où il se met dans le flow, je pars, mais je peux partir pour 3-4 heures de travail d'affilée sans m'en rendre compte, si j'arrive à me concentrer. Et c'est C'est là quoi qui aussi, ferait que tu te concentrerais pas justement? Qu'est-ce qui pourrait te faire vriller en termes de euh, concentration? j'ai pas encore complètement réussi à déterminer ce qui freinait, mais c'est par exemple dire bah tiens, je vais prendre une inspiration, je sais pas, pour écrire quelque chose. Tiens, j'avais vu tel contenu qui m'a inspiré, je l'ai mis de côté, je vais aller le re-regarder pour me souvenir. Et là, par exemple, si c'est sur YouTube, c'est mort. Ouais. Je vais pas avoir la force de dire stop, d'arrêter et de m'y mettre. Mm. Et par contre, à côté de ça, ce qui m'aide, c'est j'ai constamment de la musique dans les oreilles. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que Ouais, tu as des outils qui t'aident justement à te concentrer? Est-ce que tu as des petites routines ou ouais. des réflexes quoi, de C'est survie de la concentration? c'est ça. Bah, je suis encore, je la développe. Ça, c'est pareil. Ça se travaille tout le temps, hein. Ça se travaille. Et par contre, je suis très contente parce que je me rends compte, là, ces derniers temps, qu'elle s'est vraiment redéveloppée un petit peu. Donc, clairement, bah, je mets mon téléphone en mode avion. Je me mets de la musique sur les oreilles. J'ai un casque anti-bruit, donc je me mets avec mon casque. C'est vraiment, j'entends rien autour. Et quand j'ai du mal à m'y mettre, vraiment, quand, par exemple, je procrastine ou notamment, il y a des choses, j'ai appris que je procrastinais parce que j'avais peur de réussir. Mm. Donc des tâches qui peuvent me paraître importantes, qui sont importantes, j'avais tendance à pas les faire et maintenant je réussis à les faire en me disant, en fait, c'est quoi le bénéfice à les faire et c'est quoi le bénéfice à pas les faire. Ouais. Et bizarrement, bah, le bénéfice à les faire est toujours meilleur que le bénéfice à pas les faire, même s'il peut y en avoir. Et surtout les fois où j'arrive pas à me concentrer autant ou comme je voudrais, je me lâche la grappe. C'est ok, bon bah aujourd'hui j'étais peut-être pas dans l'énergie, j'étais peut-être pas dans le truc. Je regarde ce que j'ai fait, ok, je suis passé à l'action quand même un petit peu. Je vais pas dire que je m'en contente, mais j'ai fait quelque chose. Donc, je peux cocher la case de j'ai fait des choses, même si j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Tu te fais des petites listes, quand tu dis je coche ce que j'ai fait, et que tu regardes ce que tu as fait, ce qui te satisfait, est-ce que c'est formalisé quelque part par écrit ou c'est vraiment dans ta tête où tu te fais une petite rétrospective de ta journée, tu dis ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, alors, dans ma tête, non, parce que je m'appelle Dory. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le poisson qui a pas de mémoire dans les Dans mots. Nemo? Non, je me suis créé un petit semainier sur Notion, en fait, Ouais. dans lequel justement je vais mettre mes tâches, et notamment celles aussi quand je suis au travail. J'organise un petit peu. Je me suis mis 3 tâches prioritaires dans la semaine maximum. Donc il peut très bien en avoir qu'une ou deux. Je m'oblige pas à aller en mettre 3, par exemple. Mm. Si j'en trouve pas une troisième, ou si je me dis ouais non, ça c'est les deux premières, elles vont être par exemple très grosses, ça va être compliqué d'en faire une troisième, bon bah c'est pas grave. Et pareil, je me fais pas une to-do list à rallonge. Je me mets 2-3 blocs de temps et bah ça. Est-ce que C'est t'avais cette, tu vois, quand tu dis, est-ce qui est hyper sain de te mettre 2, 3 objectifs maximum dans ta semaine, et si c'est un gros, c'est ok, si c'est deux, c'est ok. Est-ce que tu avais cette notion-là au tout début, quand tu as commencé à entreprendre, de la taille
des objectifs, du temps, des objectifs. T'étais comment au début? Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça hyper sain la façon dont tu procèdes et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est que si t'as un truc dans ta semaine, ben ok. La semaine d'après, ça sera peut-être 4 ou 5 petits trucs. Ce seront des petits trucs et c'est ok. Mais quel était ton rapport justement avec cette notion de temps, d'importance du truc, de priorité au tout début? Il faut faire une to-do list. Et plus elle est longue, mieux c'est. Et globalement, en plus, c'était super malsain parce que je la cochais jamais, cette to-do list. Parce que je procrastinais encore plus, parce que je voyais le nombre de choses à faire. Et inconsciemment, la liste de tâches était beaucoup trop longue. Donc, c'était vraiment un raz-de-marée. Et au final, je faisais rien. Au début, c'était, une to-do list, c'est cool. Tiens, on va la faire. Alors, j'ai tout testé. Hein. J'ai testé le téléphone, le papier, Notion, plein de trucs. Et au final, là, cette organisation que j'ai mis en place depuis le début d'année me convient relativement très bien. Et plutôt que de cocher, pas cocher, je me suis dit depuis 2 semaines, donc là c'est très très récent, donc j'ai des blocs en fait dans Notion avec des couleurs suivant la thématique de ce que je fais. Donc je me pré-remplis ma semaine soit le lundi matin, soit le dimanche soir. Et au fur et à mesure du temps, je mets un check vert sur ce que j'ai fait et je mets une croix rouge sur ce que je n'ai pas fait. Et ok, je l'ai fait ou je l'ai pas fait. Ouais. Je vais pas me dire ah merde. Il y a un rien quoi. Voilà, c'est ça. C'est je l'ai pas. Je peux ne pas l'avoir fait parce que j'ai fait autre chose à la place et qui n'était pas du tout prévu ou qui n'était pas du tout en rapport. Ou enfin voilà. Mais je l'ai pas fait. Point. Puis je vais aller le remettre sur la semaine d'après. Ou souvent ça va être, je vais le formuler peut-être d'une autre façon ou le mettre à un autre moment. Parce que je me dis si ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison aussi. Ouais, donc tu cherches à savoir pourquoi t'as pas réussi à le faire et surtout ce que j'aime bien, c'est que tu le replanifies. Ouais. Parce que ça, c'est bien souvent un problème si tu coches pas le truc sur ta to-do list, mais il reste là en rien, en pas coché. Et puis, alors soit au final c'est un truc qui était pas hyper prioritaire et le fait qu'il soit pas fait, c'est pas important, mais parfois c'est un truc où on peut procrastiner et on le replanifie pas et il reste là alors qu'on devrait le mettre peut-être en priorité sur la prochaine liste. Et notamment, je vais te donner un exemple très très récent. Aujourd'hui, je suis en train de t'accorder mon temps de productivité parce qu'on enregistre ce podcast dans l'après-midi. La tâche la plus importante que j'avais à faire, je me la suis mise ce matin, entre 11h et 13h. Je ne l'ai pas faite. Ouais. Clairement, je ne l'ai pas faite. Enfin, si j'ai travaillé 10 minutes dessus, à un moment, je fais 10 minutes, ça ne sert à rien. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est quelque chose que je procrastine depuis un long moment et qui va vraiment falloir que je m'y mette, hein, parce que si je veux avancer dans mes objectifs et mes projets, ça va pas se faire tout seul. Donc là, ok, je l'ai pas fait aujourd'hui, j'étais en train d'y réfléchir. Je fais je vais le mettre demain. Demain, je vais manger peut-être un peu plus tôt et je vais m'y mettre de 13h à 16h. Et là, au moins, je serai quasiment sûr d'avancer dessus. Et puis une fois que tu auras avancé, voire terminé le truc, ce sera une satisfaction immense. C'est ça. Et ça aussi, c'est assez puissant. C'est voir en fait les petits pas qu'on fait tout à l'heure. Tu me disais, ouais, t'as vu tout ce que t'as fait, tout ce que tu fais. Et en fait, le voir au quotidien, on va dire à la semaine souvent, c'est assez puissant, moi je trouve. Enfin, ça m'aide beaucoup en disant, ma coach aussi m'a beaucoup appris à me reconnecter à mes sensations. Et la sensation, je sais plus laquelle hormone c'est, mais quand tu as fait quelque chose que tu es fier de toi, la dopamine ou les c'est la dopamine. Moi, elle est assez sympa parce que l'une de mes grosses valeurs dans la vie, c'est le plaisir. Et je rejoins ça en fait. Je lis tout ça. Ouais, c'est relié en fait au sentiment d'accomplissement. Et effectivement, moi je trouve que comme tu dis, c'est extrêmement puissant. Donc soit de le faire tous les soirs ou voilà une fois par semaine quand tu fais un petit bilan de la semaine. Mais au lieu de faire une to-do list, à la limite si t'en fais pas, mais ça c'est d'avoir une did list. Parce que des fois, ce qui était sur ta to-do list, t'en as fait 4 fois plus à côté, et même des petites choses, hein, et des fois des petites choses super importantes. Et le fait de regarder ça à la fin de ta journée, t'es là plus en mode, ok, j'ai fait tout ça, plutôt que de voir tout ce que tu n'as pas fait. Et la plupart du temps, quand t'es entrepreneur, t'as plus tendance à voir tout ce qui te reste à faire, tout ce que tu n'as pas fait, mais moins souvent tout ce que tu as accompli. Et cette technique-là, des petits pas, des petites étapes, ou de la technique de l'escalier, genre une marche par une marche, je pense que vraiment, ça te sauve et ça garde ta motivation intacte parce que tu es toujours dans ce sentiment d'accomplissement, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce passage à l'action, le bénéfice, en fait, du passage à l'action qui m'aide beaucoup à avancer, en fait. Plus je passe à l'action, plus j'ai envie de passer à l'action. Et inversement, quand je suis dans des périodes où je suis fatiguée et puis que j'ai du mal à m'y mettre et que je procrastine, plus je procrastine. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, j'en ai marre, je me dis, non, alors qu'est-ce qu'on va faire pour? Et tu commences par une petite tâche, tu dis, ah ouais, c'est cool, je l'ai fait. T'es fier. Et puis tu continues avec une autre et ainsi de suite. On peut dire que globalement, tu fais beaucoup quand même d'introspection. Ça a toujours été ou c'est quelque chose que tu as développé du fait d'avoir développé ton business? J'ai toujours arrêté dans ma tête. Je suis une grande introvertie.
Ça se voit pas forcément parce que je sais faire en sorte de ne pas paraître trop introverti et timide. Pour ça, le commerce m'a beaucoup aidé. Ouais, j'imagine. Non, par contre, le gros déclic que j'ai eu, c'est d'être maman. Là, l'introspection a commencé avec la psychanalyse et ensuite quelques formations en ligne, du coaching. Et puis j'adore. Enfin, c'est le développement personnel en général, hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien à me comprendre, à être aligné avec moi-même. Ça, l'alignement, maintenant, je le ressens beaucoup aussi, même dans des symptômes physiques. Quand je suis désaligné, bizarrement, mon corps me parle un petit peu plus. Et ça m'aide aussi à comprendre les gens, chose que j'adore aussi. Je suis une grande curieuse globalement de tout, mais des gens. Et le fait de se connaître aide, je pense, à connaître les autres. Je trouve ça hyper intéressant, ton approche. C'est une approche que je partage parce que, tu vois, on en a peut-être pas trop conscience, mais en vrai, quand tu entreprends, tu es le seul pilote de ton navire. C'est que toi qui est à la barre. Et franchement, si t'es pas bien, si t'es pas aligné, si t'as pas un minimum d'équilibre, et attention, je suis pas en train de dire faut être 100% équilibré dans sa vie parce que c'est extrêmement compliqué, mais s'il n'y a pas cette recherche, en tout cas, de faire mieux ou d'être bien, même si petit pas par petit pas, bah en fait, c'est extrêmement compliqué si tu fais pas ça parce que y a personne d'autre qui va le faire à ta place de toute façon. Ah bon? Oh Bah merde. non, tu fais hop, Bon, je vais peut-être rester salarié alors. la baguette magique. Mais moi, je trouve que c'est ça, en fait, la puissance de l'entrepreneuriat, c'est ce qui me passionne. En fait, c'est pas que le business, c'est pas ce que tu développes, c'est aussi la personne que tu peux développer en parallèle, la personne que tu apprends à être, parce que c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas, je pense, entrepreneur, on ne naît pas organisé, on ne naît pas équilibré. Mais je trouve ça génial de pouvoir faire le travail, en fait, en continu, parce que si tu le fais pas, la tendance qu'on pourrait avoir, c'est tout simplement de s'identifier aux autres et de vouloir calquer des modèles des autres qui réussissent, de toujours comparer ton chapitre 2 avec le chapitre 150 de celui qui a réussi et de tomber finalement dans une spirale négative, comme tu disais, productivité toxique ou positivisme, tu vois, toxique, c'est vraiment le piège, quoi. Ouais. Moi, il y a 2-3 petites choses qui m'ont aidé par rapport à ça, justement. La première, c'est une phrase que j'ai déjà dite là, depuis qu'on discute, qu'on m'a dit, c'est quand j'étais salarié, un directeur que j'avais. On parlait de son parcours qui était quand même assez impressionnant parce que très jeune, il avait été à la tête de plusieurs magasins, des grandes enseignes. Et je lui disais, ouais, comment t'as été vite, quoi. Il me disait, non, non, il faut juste savoir laisser du temps au temps. Et ça, cette phrase, elle résonne beaucoup en moi quand je me dis, parce que ça m'arrive encore très souvent de me dire, j'aurais pu en faire plus, j'aimerais quitter le salariat assez rapidement. Et donc, il y a encore des moments où je me fous une grosse pression à me dire, non, allez, plus tu vas en faire maintenant, plus tu iras vite à quitter le salariat. Sauf que, en fait, quand je fais ça, je m'épuise et au final, c'est pas du tout positif. Et en fait, en laissant du temps au temps, ça permet aussi de relativiser les choses, de se dire aussi de pas se comparer. Ouais, moi j'en suis là, mais quand je vois quelqu'un qui fait, je sais pas, 10 000 euros par mois par exemple, avec un business en evergreen, j'aimerais bien faire ça. Bah ouais, mais en fait, il faut aussi que je passe par mon chemin pour arriver à ça. Et ce chemin, je vais te dire 2-3 phrases qui vont être très très clichés, hein, mais l'important c'est pas la destination, c'est le chemin. En fait, ouais. Et moi j'ai mis ça aussi beaucoup, le fait que la vie soit pas linéaire. On a des hauts et des bas dans la vie, et j'ai appris encore une fois, depuis que je suis maman, bizarrement, que les deux faisaient partie de la vie et j'apprends à apprécier les deux. Alors les bas, c'est chiant, hein. Clairement, c'est chiant, c'est long, ça dure toujours beaucoup plus que ce qu'on voudrait. Et les hauts, quand je suis en haut, je me nourris en fait des émotions, du positif. Ça, c'est important. Mais quand je suis en bas, à côté de ça... Tu te nourris pas de ton négatif, tu essayes peut-être de... Ouais, mais je suis en paix avec lui. Ouais, ça m'embête, ouais, ça fait chier, mais je me répète, ça va passer. Je sais pas quand, hein. Comme tu dis, je me nourris pas de mon négatif dans le sens, je m'apitoie pas sur mon sort. Des fois, tu vois pas la solution. C'est pas grave, mais il faut juste se dire, ça va remonter. Bah ouais, et c'est juste normal en fait. Non, ouais, mais tant que tu l'as pas intégré, c'est assez compliqué, je pense, à vivre. Et t'es beaucoup plus sereine, une fois que t'as intégré ça, je pense. De toute manière, on a plutôt tendance à regarder les trucs qui sont agréables. Donc, qu'est-ce qui va être agréable? C'est la réussite de Pierre, Paul ou Jacques. C'est comme tu disais, lui, il fait tant de milliers d'euros par mois, mais il a peut-être pas montré toutes les galères par lesquelles c'est moins vendeur, ça fait moins rêver. Mais en attendant, moi, je trouve au contraire que c'est une force en fait de vivre toutes ces galères, de passer au-dessus, d'apprendre et puis en fait de rebondir et de continuer quoi. Et comme tu dis, truc hyper important, se nourrir du positif. Je pense que dans notre vie, on est tout le temps à 100 000 à l'heure.
et que les trucs positifs ne devraient pas faire partie que de la norme. On devrait se féliciter, on devrait se récompenser, tu vois, de trucs voilà, qui sont positifs, qui nous ont fait du bien, parce que tu vas avoir tendance peut-être des fois à mettre plus d'énergie dans ce qui est négatif, dans ce qu'il te faut au fond du trou, que dans le positif. Donc pour trouver ce fameux équilibre, c'est hyper important, comme tu dis, de te nourrir de ces phases de je suis en haut et j'y suis, et tant que j'y suis, j'en profite. Je suis bien d'accord. Et puis encore une fois, les sensations que ça apporte. Là, je reviens sur le côté travail, productivité. Quand j'ai pas envie de m'y mettre, quand je procrastine et que je vois justement pourquoi je m'y mets pas, je fais OK, stop. Qu'est-ce que tu vas ressentir une fois que tu l'auras fait? Et là, tu fais ah ouais, viens, on y va. Ah ouais. Parce C'est que tout bête. tu te rappelles, en fait, tu te rappelles Ouais, de sensations, tu te rappelles de souvenirs, parce que tu les as célébrés sur le moment et que ouais. tu Je les les ai as ancrés. ancrés, en Ouais, fait, tout simplement. exact. C'est hyper fort. Niveau équilibre, équilibre pro, équilibre perso, c'est quoi pour toi le truc le plus compliqué depuis que tu es entrepreneur? Entre le pro et le perso, La relation entre les deux. bah, c'est que le pro est dans le perso. Parce que quand tu entreprends, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu es à la maison. Moi, j'ai pas un grand appartement et là, je te parle de mon bureau qui est dans le salon. Donc voilà, pour moi, il est plus dans la tête. Encore une fois, je compartimente, mais j'y arrive pas tout le temps. Et ça va être des moments, on est en train de me parler d'un truc, on va me proposer de sortir, quoi que ce soit, je vais dire, oh non, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie d'avancer sur mon business. Mais je sais aussi que c'est important d'avoir un certain socle social et qu'une fois que j'aurai sociabilisé, je m'en sentirai bien. C'est toujours cette balance qui est l'équilibre, qui est dur à trouver. Et depuis que j'ai lu cet été The One Thing, il y a un schéma dans ce livre qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait l'équilibre il n'existe pas. La nature elle est jamais en équilibre, même la nature en elle-même, hein, elle est jamais en équilibre. Tu as toujours un moment où ça va plus pencher dans un sens que dans l'autre. Et ça reviendra. Il y aura un moment, ça va être le pro qui va prendre plus de place et le perso moins. Et un autre moment, ça va être le perso et ce sera le pro qui aura moins de place. Mais ça s'équilibrera comme ça dans le temps si tu regardes la big picture. Mais sur le moment, faut arrêter de se prendre la tête à dire je veux l'équilibre parfait. Quoi qu'il arrive, il Il n'existera pas. n'existe pas. Il n'existe pas, c'est clair et net. Désolée. C'est ça. Bon, allez, salut. Hein. Allez, bye bye. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place dans ton quotidien qui ont vraiment changé ta vie, mais de manière significative? Donc, que ce soit en termes d'organisation, de gestion du temps, de concentration, s'il y avait vraiment des trucs que tu avais envie de partager qui, toi, il y avait un Stéphanie avant et un Stéphanie après, que tu aimerais partager, ça serait quoi? Vraiment respecter pour le coup, mon chronotype, mais mon rythme. Apprendre à me connaître à ce niveau-là. Accepter la façon dont je fonctionne, que ce n'est pas la façon on nous dit dont on doit fonctionner. Encore une fois, se détacher de ces gourous de productivité de il faut faire comme ça. Non, il faut faire comme moi j'ai besoin. Arrêter justement aussi de me dire il faut, plutôt que de dire il faut et sous tout seul la pression, dire ah bah c'est cool, je vais m'y mettre. Plutôt que il faut que je m'y mette. Bizarrement, la Le discours est phraséologie pas est le pas la même, hein. même. Et bah, dans la tête, ça fait pas la même chose. C'est assez puissant. Mais vraiment, ouais, vraiment respecter mon rythme. Encore une fois, même si je travaille 4 heures par jour, aujourd'hui, en travaillant 4 heures par jour, je fais le travail que j'aurais fait avant en 8-12 heures. C'est un peu plus efficace, bizarrement. Donc, vraiment d'écouter ton propre rythme, ton rythme biologique. On arrive bientôt à l'issue de l'épisode. Voilà, j'aimerais en fin d'épisode que mes invités puissent partager leurs meilleurs conseils d'organisation, de gestion du temps, de productivité, mais propres à ton expertise. Donc toi, propre voilà, à la photographie notamment, mais surtout les conseils que tu peux donner aux entrepreneurs pour qu'ils sachent se débrouiller tout seuls pour prendre des belles photos et se mettre en avant. Donc si tu avais 3 conseils ou plus, comme tu veux, propres à ton cœur de métier, à ce qui te passionne et à ce que tu partages aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, le premier, c'en est pas un. Ça va être par rapport au mindset. C'est pas compliqué de faire de la photo. C'est pas si technique que ça. Voilà, fallait que je le dise, hein, Ok, clairement. ok. Euh, Mais non, le vrai premier conseil, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est batcher vos prises de photos. Clairement, ça peut être sympa, c'est sympa de prendre des photos quand on est en vacances, de sortir son téléphone et de mettre 2-3 minutes à le faire, mais quand on est entrepreneur, on en a parlé tout au long de l'épisode, on cherche à être efficace, à être productif et à pas passer tout son temps sur son entreprise, même quand c'est de la création de contenu. Et le batching reste l'un des meilleurs moyens pour être plus productif et ensuite pouvoir kiffer à côté.
Donc le batching, pour les personnes peut-être qui ne sauraient pas ce que c'est le Ah oui, fait, désolé. c'est le fait de faire plusieurs tâches similaires sur un même bloc de temps. Donc c'est-à-dire au lieu de prendre une photo lundi, une photo mercredi, une photo 2 mois après, c'est de vraiment s'organiser en fait une session où on va prendre plusieurs photos en même temps pour se faire une petite banque d'images, une petite bibliothèque, c'est ça? Exactement. Et l'avantage de faire ça et de faire ces photos tout seul, c'est que tu vas pouvoir te créer ta banque d'images, mais la renouveler assez rapidement, faire assez régulièrement quand on a besoin. Ah, c'est mon drapeau. Trop bien, j'adore ce Ah, conseil. J'espère un euh, jour pouvoir faire du batching de mes propres photos. mais oui, tu vas y arriver. La deuxième qui va aller dans le sens du batching, c'est avoir un setup qui soit fixe. On a tous notre univers de travail avec notre ordinateur. On va mettre notre clavier à tel endroit, notre petit carnet à tel endroit, notre mug et ainsi de suite. C'est pareil et ça s'intègre très facilement un petit setup photo sur son bureau ou dans un endroit vraiment dédié. Et l'avantage, c'est que tu vas gagner du temps encore une fois. On rejoint vraiment le premier conseil. C'est t'as juste à l'allumer. Tu prends tes 2-3 photos et globalement, le cadre, tout ce qui va te prendre du temps, en fait, est déjà fait. Donc tu vas gagner du temps là-dessus. Trop bien. Donc organiser son setup, son espace photo pour gagner du temps et pas déplacer sans arrêt des trucs à droite à gauche, perdre un temps fou, quoi. Exactement. Pas faire comme moi quand je me mets à travailler le jeudi matin où tout mon bordel de bureau, je le mets derrière moi. Comment ça? Comment ça tu fais ça? Si, sinon j'ai tous les dessins de ma fille. Si je fais des notes, si je prends des notes dessus, je pense pas qu'elle soit très contente. Et le dernier, ça va rejoindre la dernière question que tu m'as posée. Ça va être respecter son chronotype et notamment se respecter soi quand on fait de la création de contenu, notamment visuel, quand on se prend soi-même en photo, ou même quand tu vas tourner des réels ou je sais pas, faire une vidéo YouTube. Moi, clairement, si tu me demandes de me prendre en photo avant 10 heures, j'ai beau m'être levé à 5 heures du mat, ma tête, ce sera la même. Et c'est pas une tête que je vais trop aimer montrer aux autres. Donc, si t'es du matin et que toi, en 1 heure, t'es réveillé, t'es à fond et ta meilleure tête, c'est le matin à 7 heures, prends tes photos à 7 heures. Inversement, si t'es comme moi, tu vas aller prendre tes photos à 14 heures, tu vas attendre que tout ton corps ait dit c'est bon, ah oui, ça y est, ça fait 3 heures qu'on est réveillé, on peut se mettre en route, quoi. Donc, respecter encore une fois son rythme, et ça vaut dans beaucoup, beaucoup de domaines, je pense, et notamment la prise d'image. Trop bien, ça fait complètement du sens. Franchement, tes conseils, je vais moi-même les noter et me les appliquer petit à petit. En tout cas, pour mes propres photos. Mais je trouve ça trop cool d'avoir tes conseils organisation, productivité vraiment appliqués à ton cœur de métier. C'est vraiment chouette. Merci de les avoir partagés. Pas de quoi. On arrive du coup à l'issue de l'épisode. Est-ce que Stéphanie, tu as une actu à nous partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs veulent te retrouver et retrouver tes bons conseils? Principalement sur Instagram. Je m'y amuse pas mal à travers des réels, des contenus que je publie. En story, on voit assez régulièrement ma tête. Et notamment, on voit ma tête le matin. Pour ceux qui veulent voir ma tête, parce que j'en parle un petit peu, mais ceux qui veulent voir ma tête le matin et bien rigoler, vous la verrez pas avant 11 heures, clairement. C'est à peu près l'heure à laquelle je me montre. L'actu, c'est que je suis en train de développer justement une formation en ligne pour les entrepreneurs du web qui sont globalement solo aux manettes de leur petit business pour arrêter de perdre du temps dans la création de photos, y prendre plaisir et avoir des images qui puissent être renouvelées assez régulièrement sans y laisser 500 €, beaucoup de temps dans un shooting avec des pros. Ça remplacera pas le shooting pro, mais par contre, ça permettra d'avoir des images renouvelées et qui nous correspondent à 300% au moment où on veut les partager. Et donc ça, c'est une formation qui va arriver pour fin mars, début avril. Et donc voilà, c'est mon gros morceau du C'est ton moment. gros projet. Trop Ouais, bien. c'est le très gros projet. Félicitations pour ça. Dans tous les Merci. cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver. Encore une fois, Stéphanie, un grand merci pour cet entretien qu'on a eu. J'ai adoré partager avec toi et notamment sur tous tes conseils et tes partages d'expérience. Je trouvais ça vraiment super déculpabilisant pour les personnes qui nous écouteront. Et puis j'adore en tout cas ta démarche de toujours t'écouter et de te développer personnellement et même voilà de tout mettre en lien avec ta passion pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était la première fois que j'étais interviewée sur un podcast. Donc, Écoute, merci pour on s'en l'honneur. rappellera. Ouais, c'est ça. C'était super intéressant. Et puis, encore merci et à très bientôt, j'espère. Avec plaisir. À bientôt. Je remercie Stéphanie pour son peps et son discours sans filtre et j'espère que tu as apprécié cet épisode tout autant que moi. Si tu veux retrouver son profil, tu trouveras les liens dans la description de l'épisode.
C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.